Merci de votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal+, numéro 902 et en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat de ce matin. Les résultats définitifs des dernières élections municipales sont connus depuis quelques jours déjà, consacrant une large victoire du parti au pouvoir, alors que la DMP et d'autres formations politiques se projettent déjà sur les priorités locales. Une autre actualité agite le pays, l'interdiction par le ministère en charge de l'administration territoriale d'une marche d'hommage aux victimes des manifestations de juin dernier, initiée par des organisations de la société civile, une situation qui suscite interrogation, réaction et parfois indignation. Voilà les deux thématiques qui constitueront le débat de ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio M. Gérard Adja. Il est le secrétaire général de la dynamique pour la majorité du peuple. M. Adja, bonjour. Bonjour Norbert et bonjour à toutes vos auditrices et à tous vos auditeurs qui nous écoutent ce matin. Ces auditeurs et auditrices auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadji et Nestor Glo est derrière la baie vitrée. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci de votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci pour la disponibilité, M. Adja. Alors, aujourd'hui, quelle lecture vous faites des résultats définitifs des dernières élections communales? Tout d'abord, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de me prononcer sur cette situation qui préoccupe notre pays, nos populations. Les résultats qui sont donnés viennent confirmer que notre pays est dans un état de délabrement total et le pouvoir est confisqué par une minorité qui se montre une majorité en fait. Parce que l'électorat de UNIR, nous le connaissons maintenant. Tout l'électorat de UNIR, nous le connaissons maintenant, ça ne dépasse pas 10%. Parce qu'il suffit de voir le taux de participation des dernières élections, surtout les élections législatives de 2024 et les élections municipales de 2025 qui viennent de se passer et dont vous parlez des résultats. Donc, en étudiant le taux de participation, on constate que l'électorat de UNIR se limite à 10%, maximum 12%, sur toute l'étendue du territoire. Et donc, le boycott massif des populations, ou bien le désintérêt du peuple togolais aux questions électorales, viennent attester que c'est une minorité de gens qui ont pris le pays en otage et qui le gouvernent comme ils veulent, à leur profit, et sans se soucier de ce que les populations ressentent. Que les gens mangent bien, que les gens s'épanouissent, que les gens arrivent à se réaliser, ça ne les intéresse pas. Ce qui intéresse ceux qui nous gouvernent, c'est tout à nous, rien pour les autres. Et donc, ça fait pitié que ceux qui sont dans cette logique continuent de vouloir prendre le pays en otage. Et c'est dommage que nous en sommes arrivés là parce que les élections, c'est une très bonne chose pour que les citoyens choisissent leurs propres dirigeants, en étant libres, en faisant un choix volontaire. Mais là, on impose des choix aux citoyens. Et à un moment donné, les citoyens se sont désintéressés, se sont découragés et ne veulent plus participer aux élections. Donc, ces résultats viennent confirmer que les élections n'auront plus de sens au Togo si les choses ne changent pas. Alors, vous l'avez dit que l'électorat d'UNIS peut-être se limite entre 10 et 12%, mais quand même, ils ont plus de 1100 conseillers. Oui, c'est ça ce qui est malheureux. Et c'est ça ce qui est malheureux et que je lancerai aussi un pic vers les populations parce que le fait de ne pas sortir pour aller voter donne l'opportunité à la minorité de prendre tout.
Parce que ceux qui sont sortis pour aller voter, c'est ceux qui sont fidèles à UNIR. Vous comprenez? Ceux qui sont sortis pour aller voter, c'est ceux qui sont fidèles à UNIR. Et donc, ce n'est que quelques volontaires qui ont compris que non, boycotter, ce n'est pas une bonne chose, et qui sont allés voter pour les autres partis, comme nous. Donc, c'est vraiment dommage qu'on en soit là, et ça n'encourage plus que les citoyens croient aux élections, ça n'encourage plus que les citoyens croient à ceux qui ont été choisis pour gouverner. Et lorsque des gens ont été choisis pour gouverner, mais les populations ne croient pas à leurs actions, le pays ne peut pas avancer. Alors, malheureusement, c'est ce que nous constatons. On note un silence radio d'une bonne partie de l'opposition depuis la proclamation des résultats définitifs. Comment peut-on l'expliquer? Non, le problème, c'est que tout le monde est dépassé par ce qui s'est passé. Parce qu'on se dit que c'est avec un courage, un grand courage, que les gens ont accepté d'aller à ces élections-là, sachant que les pratiques que UNIR déploie sur le terrain depuis quelque temps, ces pratiques-là n'augurent pas d'une bonne fin de ces élections. Mais on se dit, ben, écoutez, si les populations sortent pour aller voter massivement, les choses se passeraient autrement. Mais cette fois-ci, aussi bien UNIR a déployé ces stratégies de fraude massive, mais en même temps, les populations aussi ont boycotté les urnes. Ça fait que l'opposition ne sait plus à quel sens se vouer, parce qu'on se dit, bon, finalement, les populations veulent quoi? Nous vous appelons pour sortir dans les rues, pour que nous arrêtions ce qui nous arrive. Vous ne sortez pas dans les rues. On vous appelle dans les urnes pour aller balayer ceux qui nous gouvernent mal. Vous ne sortez pas non plus pour aller dans les urnes pour les sanctionner. Au finish, qu'est-ce que nous voulons? Donc, nous avons perdu, comment appelle-t-on, le sens, l'orientation. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Que veulent nos populations? Parce que quand on vous appelle, sortez dans la rue pour que nous manifestions massivement, comme ça vient de se passer en Côte d'Ivoire. Quand les populations vont sortir massivement, les gouvernants vont comprendre, ah, il y a quelque chose qui se passe. Et puis bon, peut-être qu'ils agiront autrement. Mais quand nous ne sortons pas dans les rues, massivement, pour manifester, et en même temps, nous ne sortons pas dans les urnes pour aller sanctionner ceux qui nous gouvernent mal, alors on se demande qu'est-ce qu'il faut faire finalement. Donc nous sommes dans une situation de grande réflexion pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut définir comme stratégie. Est-ce que ce n'est pas parce que les populations sont fatiguées? Oui, mais ils sont fatigués. Nous faisons partie des populations, nous aussi. Nous sommes aussi fatigués. Nous sommes aussi fatigués. Mais lorsque nous prenons le devant de cette lutte, ce n'est pas parce qu'on tire un quelconque intérêt, mais c'est pour que nous puissions nous en sortir, nous tous. Donc c'est un sacrifice énorme que nous concentrons pour pouvoir délivrer ce peuple. Parce qu'il faut toujours des hommes qui prennent le devant, il faut toujours des hommes qui prennent ses responsabilités. Donc nous mettons sur nous de prendre ces responsabilités-là et d'être au devant. Mais il faut que les gens nous comprennent pour nous suivre. Parce que quand les gens ne nous suivent pas, quelle est notre force? Nous n'avons pas d'armes. La seule arme que nous devons avoir, c'est les populations derrière nous. Donc si les populations désarment, alors là, je crois que les gens qui ont gouverné jusqu'à maintenant et qui ont mis le pays dans cette situation vont continuer à le faire. Mais je crois quand même que la nature a horreur de tout ce qui se passe mal, et je crois que cette nature réglera le problème. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Alors, quel est aujourd'hui l'état d'âme actuel de l'opposition togolaise? Mais nous devons, ou bien nous sommes à la réflexion, à la grande réflexion pour comprendre tout d'abord l'attitude des populations, puisque l'attitude des gens de UNIR, nous le savons déjà, c'est-à-dire l'obsession du pouvoir. On veut juste le pouvoir pour le pouvoir, gouverner dans l'intérêt des populations, ce n'est pas leur préoccupation. S'occuper des besoins essentiels des populations, ce n'est pas leur préoccupation. Et donc, on se dit, bon, ils ne peuvent plus écouter, ils ne veulent plus écouter rien du tout. Maintenant, il faut tout faire pour les arrêter. Bon, maintenant, nous qui travaillons pour que tout cela s'arrête, il faut que nous soyons soutenus. Maintenant, comment faire pour recréer la confiance? Comment faire pour recréer la cohésion entre le peuple et les leaders politiques? Je crois que c'est cette réflexion
qui est en cours et nous sommes en train d'y travailler sérieusement. Alors, depuis les élections législatives de 2024 et les élections municipales de 2025, sûrement que vous avez tiré des leçons. Oui, les 2 dernières élections nous ont appris beaucoup de leçons. C'est-à-dire que on comprend à partir de ce moment que le parti UNIR a décidé de considérer toutes les occasions d'élection comme des moments où il faut frauder massivement, au vu au su de tout le monde. Personne ne fera rien. Et donc, ils n'ont même plus honte de poser certains actes devant les caméras. Et c'est très honteux. Et tout cela se reflète dans la gouvernance. Parce que quand vous allez dans toutes les administrations aujourd'hui, c'est la corruption généralisée. C'est je fais ce que je veux, et personne n'est là pour me sanctionner. C'est l'impunité totale. Et donc, tout part de la manière dont les élections, les choix des dirigeants se font. Donc, quand vous fraudez ou bien vous volez dans les urnes, évidemment, quand vous arrivez au pouvoir, vous ne pouvez que faire ce que nous constatons. Donc, quand les gens gouvernent dans leur propre intérêt, pas dans l'intérêt du peuple, je crois qu'on ne peut qu'arriver dans cette situation où les gens ont faim, les gens ont besoin de tout, il n'y a rien. Et puis, bon, des décisions se prennent sans aucune orientation précise, il n'y a pas de vision. Et la Bible a dit, malheureusement, ou bien heureusement, que lorsqu'il n'y a plus de vision, le peuple est dans le désordre. Alors, et malheureusement, c'est là où nous sommes. Aujourd'hui, quel nombre de conseils municipaux la DMP a-t-elle obtenu et sur quels projets majeurs les élus de la dynamique vont-ils concentrer leurs efforts? Bon, vous savez, nous ne pouvons pas apprécier notre participation au vu du nombre d'élus locaux que nous avons. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a eu un débat interne au sein de notre coalition pour la participation ou non de ces élections. Et donc, sur 3 partis et associations, il n'y a qu'un seul parti qui a accepté d'aller à ces élections. Les 2 autres partis ont refusé de participer aux élections, ainsi que les associations qui pouvaient aussi présenter des candidats. Donc, ça fait que notre représentation n'est pas assez élargie. Nous n'avons pas présenté des candidats un peu partout à cause de ce débat interne qui a fait que certains ont dit non, nous n'y allons pas et ils n'y sont pas allés. Et donc, c'est juste une minorité qui a participé à ces élections au sein de la coalition. Ça aussi, c'est ça le débat démocratique. Certains ont dit nous y allons, d'autres ont dit nous n'y allons pas, mais nous avons quand même, nous sommes entendus pour dire bon, ceux qui veulent aller n'ont qu'à y aller. Et ils sont revenus avec, je crois, 19 conseillers municipaux. Je crois quand même que c'est un score assez honorable. Nous n'en plaignons pas, nous ne plaignons pas de ce score-là parce que nous n'avons pas été représentés partout ailleurs. Si c'était le cas, je crois que nous serions mieux nantis par rapport aux résultats. Donc, nous sommes satisfaits par rapport à ça, quoique on aurait mieux fait si les populations étaient sorties. Donc, quelle vision nous avons? Ben, tout dépendra de ce qui va se passer parce que les élus locaux, on les connaît déjà, mais l'élection des bureaux exécutifs des communes, on attend que cela se passe et on verra où est-ce que la DMP aura des responsabilités à assumer. Et donc, le travail que nous aurons à faire sur le terrain, c'est de s'occuper des besoins des populations uniquement et faire en sorte que nous puissions mobiliser des ressources pour satisfaire tant soit peu les besoins des populations, surtout à la base. Parce qu'à la base, rien ne se passe bien pour l'instant. Alors, les alliances politiques, il y en avait eu dans le cadre de ces municipales. Est-ce que ces alliances ont joué un rôle déterminant? Bon, oui, pourquoi pas. À certains endroits, il y a eu des alliances pour pouvoir obtenir des sièges. Je crois quand même que ça a payé. Ça a payé à certains niveaux. Et à d'autres niveaux, ce n'est pas le cas. Mais bon, c'est toujours comme ça. Hein. Pour les élections, tout dépend des candidats aussi. Et tout dépend aussi de la mobilisation des populations. Donc, la mobilisation des populations n'a pas suivi cette fois-ci. Donc, nous comprenons les résultats qui ont été proclamés. La minorité est allée voter. Et cette minorité se trouve malheureusement être des militants de l'UNIR dans la majorité de cette minorité-là. Et donc, les résultats sont là.
nous sommes désolés de constater le dégât que cela cause aujourd'hui et cela causera demain. Alors, les organisations de la société civile ont prévu organiser une marche d'hommage aux victimes des manifestations de juin dernier. Cependant, elles se heurtent au refus du ministère en charge de l'administration territoriale, une situation qui suscite de vives réactions. Comment vous expliquez cette décision, vous, Monsieur Geradia? Bon, nous n'avons pas d'explication à donner parce que c'est le ministre, ou bien c'est le gouvernement, dans ses composantes qui prennent cette décision-là. Mais ce que nous comprenons tout simplement, c'est que le pouvoir est devenu très fébrile. Ils sont très désorientés, ils ne savent plus quoi faire. Dans leur propre communication, ils ne servent que du mensonge à tout le monde, aussi bien à l'opinion nationale qu'à l'opinion internationale. Nous les voyons tous les jours en train de mentir par rapport aux derniers événements. Et donc, c'est à cause de la posture que certaines prennent aujourd'hui au sein de la population qui effraie le pouvoir. Parce qu'ils ont tout le temps considéré que si nous n'obtenons pas d'autorisation, nous n'allons pas manifester. Et depuis quelques années, avec la loi Bodjona qui vont corser après, ils ont cru qu'il n'y aurait plus de manifestations massives dans le pays. Donc, ce qui s'est passé le 6, le 26, 27, 28, les a tellement surpris qu'ils se disent, mais tiens, s'ils ne savent pas contenir les populations, ce qu'ils craignent arrivera. Mais, quel que soit ce qu'ils vont faire, comme ils sont en train de le faire là, moi je crois que c'est des épiphénomènes. Ils n'ont pas intérêt à se comporter comme ça. Au contraire, ils sont en train de braquer davantage les populations. Et c'est ça que nous essayons de leur dire, que ce que vous faites, vous braquez davantage les populations, vous êtes en train de les énerver davantage. Et ce qui s'est passé le 6, le 26, 27 et 28 juin n'est que les prémices de ce qui peut arriver plus tard. Donc, ils n'ont pas intérêt à vouloir tout confisquer, toutes les libertés. Ils ont confisqué toutes les libertés. Vous n'avez même pas le droit d'aller rendre hommage à des victimes. Mais c'est tellement déplorable qu'on se dit, mais nous sommes dans quel pays? Parce que nous avons quand même certaines traditions que si nous avons des morts, il faut aller les honorer. Il y a des cérémonies qu'on fait d'habitude. Par exemple, la cérémonie de la libation. Mais dans certaines traditions, c'est une obligation. Par exemple, chez moi, vous ne pouvez pas avoir un décès et ne pas procéder à cette cérémonie. Et je crois que c'est le cas du jeune Koutoglo Komi Jacques qui s'est passé et que le gouvernement refuse qu'on fasse la cérémonie de libation à ce jeune-là. Je crois que c'est allé trop loin. Donc, le pouvoir, pour la conservation du pouvoir d'État, essaie de confiner les populations, mais aller jusqu'à piétiner les traditions de certaines ethnies, de certaines communautés. Je crois que c'est très grave ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, ils ont touché à un point très sensible de nos communautés, de nos populations. Et je les invite à se corriger vite. Et ce qu'ils sont en train de faire, je crois que c'est des comment appelle-t-on, des frustrations, hein, des frustrations plus grandes qui sont en train d'envoyer aux populations. Alors, et ça, on ne saura accepter ça. Ce qui veut dire il faut que ça s'arrête. Cette interdiction risque d'aggraver les tensions alors? Ce n'est pas que ça risque. Ça aggrave les tensions déjà. Et donc, les gouvernants ont intérêt à se ressaisir parce que non seulement ils sont en train de procéder à des mensonges un peu partout sur ce qui s'est passé, tout le monde a vu, hein, qu'un ministre aille dire sur les chaînes internationales que lui n'a jamais vu des miliciens, alors que tout le monde voit les miliciens. Pendant ces manifestations, les gens ont vu, moi-même j'ai vu, même si ce n'est pas des images. Alors, ces images-là, on ne va pas nous dire que ces images sont sorties de l'intelligence artificielle. C'est quand même des choses réelles. Et ce n'est pas la première fois que nous voyons ça au Togo. Donc, ces manières de procéder, je crois que ça dénote les signes avant-coureurs d'un pouvoir en décadence. Et je crois que le conseil que moi je peux donner à nos amis qui sont dans la gouvernance,
c'est de se ressaisir et d'emprunter la voie la plus honorable, c'est-à-dire une sortie honorable. Alors, ils en ont encore la possibilité s'ils font preuve d'humilité et s'ils comprennent que toute chose a une fin et puis la fin d'un pouvoir, ce n'est pas la fin du monde. S'ils partent et d'autres personnes viennent, je crois que nous allons ensemble rester dans le pays et travailler dans l'intérêt supérieur du Togo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Richard. Monsieur Richard depuis Bekota. Oui. D'accord, allez-y, monsieur Richard. Bonjour, monsieur Adia. Bonjour, monsieur Richard. Ok. Ce que moi j'ai à dire ce matin, c'est que chaque jour qui passe et avec les axes que l'opposition pose, elle perd de plus en plus sa crédibilité aux yeux du peuple. Parce que à chaque élection, vous criez qu'on vous a volé. À chaque élection, vous criez qu'on vous a volé, mais vous n'avez jamais su tirer les leçons pour vous organiser. Moi, je suis perné de vous entendre encore dire ça ce matin, parce que c'est un discours qui est rayé. Hein? C'est un discours rayé. Mais vous naviguez à vue à chaque fois. Vous ne tirez pas les leçons et vous venez vous victimiser. C'est dépasser tout ça. Et dans votre intervention tout à l'heure, j'ai noté une contradiction. Vous avez dit que ceux qui sont sortis pour aller voter, c'est des militants de NI et qui ont voté pour UNIR. Et vous dites qu'il y a eu fraude. Mais comment est-ce que vous expliquez ça? Moi, j'ai suivi un peu ces élections, quelque part où je ne vais pas nommer. Et j'ai vu un peu ce qui s'est passé. On a vu des gens qui, très tôt le matin, sont allés couper les bonnes femmes, les vieilles dames, pour leur donner des consignes de vote. Et quand on les interpelle, ils disent non, que c'est ce que font les gens d'UNIR et c'est parce que c'est pourquoi eux ici, ils le font. Et qu'est-ce que vous dites de ça? Et à chaque fois, vous criez que c'est l'UNIR qui... Je suis vraiment désolé. Merci. Merci beaucoup à M. Richard depuis Bekota. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, Norbert, bonjour. Merci depuis Adido Gomi, bonjour. Comment ça va? Dieu merci, ça va chez vous? Ça va bien, merci. Monsieur Gérard Adja, bonjour. Bonjour. Élection municipale 2025, hommage aux défunts. Bon, je suis de ceux qui avaient demandé aux partis politiques de l'opposition de ne plus jamais boycotter les élections. Mais, vu la stratégie du parti politique UNIR, qui est de préfabriquer les résultats par le bourrage des urnes, en inventant des taux de participation pour légaliser le scrutin avec la complicité de la CENI, Monsieur Adja, je pense que quand vous accusez le peuple, vous êtes un peu sévère. Car le parti au pouvoir dit souvent que l'opposition envoie les populations à l'abattoir. Mais demandons-nous, qui sont les bouchers? Parce que quand on parle d'abattoir, c'est chez les bouchers que ça se passe. Qui sont les bouchers? Vous avez pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, pour moi, qui est vraiment différente de celle du Togo. Car là-bas, ce ne sont pas les militaires qui ont occupé les rues pour empêcher les marches ou bien les manifestations, mais ce sont les policiers et les gendarmes qui ont encadré. Pour moi, la résolution du problème togolais est d'arriver à une transition. C'est à cela qu'il faudrait réfléchir maintenant. Pour ce qui est des hommages aux défunts, je pense qu'il faut laisser les hommages publics, mais les faire de façon traditionnelle, avec des cérémonies qui provoquent les conséquences pour les criminels. Monsieur Adja sait très bien de quoi je parle.
et Norbert aussi. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi, Max. Nana FM, allô? Allô? Arma, bonjour. Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour. Il faut dire que depuis un certain nombre d'années, notre opposition peine à trouver une stratégie unitaire. Bon, je ne dis pas qu'ils puissent se mettre ensemble, mais c'est que le discours des uns détruit complètement le discours des autres. Par exemple, dans ce cas, il y a certains qui avaient mis tout leur dévolu sur le message des blogueurs. C'est-à-dire, pour eux, il fallait tout faire pour que les blogueurs puissent les mettre au premier plan, au cas où les blogueurs arrivaient à leur fin. Mais c'est d'autres acteurs plus lucides qui ont compris que la politique, ce n'était pas aux blogueurs de la mairie. Et malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Donc, le peuple ne comprenait plus, c'est tous les militants de l'opposition, ne comprenaient plus le discours. Il faut aller voter ou boycotter. C'est un peu le problème. Et le jour là, moi-même, j'étais sur les lieux, c'était vide. Dans certains centres, c'était vide. Mais vous vous attendez à quoi? On ne peut pas faire une chose et tout contraire. Et vouloir un résultat meilleur. Merci. Merci. Merci à Armand. Nana FM, allô? Allô, Norbert, bonjour. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Gado. Ça va? Ça va bien, monsieur Gado. Bon, voilà ce que moi je vous pose comme question. Entre DTE, c'est ce que moi je proposais, dialogue, transition, élection, DTE, ou gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce que vous allez proposer au gouvernement pour que le pouvoir aille de l'avant? Merci. Merci à vous aussi, monsieur Gado. Nana FM, allô? Bonjour, monsieur Norbert. Monsieur Mawena, comment allez-vous? Je vais très bien. Et chez vous? D'accord, ça va. Dieu merci, ça va. Je salue votre invité, monsieur Gérard. Merci beaucoup. Je vous salue également. Ok. Monsieur Norbert, moi, souvent, quand les opposants viennent à l'antenne, moi, je n'aime pas, c'est-à-dire, participer à l'émission parce que ce n'est pas eux ma cible, quoi. Mais bon, j'ai une question à monsieur Gérard. Souvent, ils disent qu'ils ne vont jamais plus boycotter les élections dans ce pays. Moi, je le comprends. Mais est-ce que la manière dont ils participent à ces élections-là, est-ce que ça nous avantage? Ce n'est pas de servir de béquille à ce pouvoir pour consolider son pouvoir, bien son objectif. Moi, je pense que boycotter là, on doit revoir ça aussi. Si c'est qu'ils ont boycotté cette élection, moi je pense que ça va donner plus d'impact que ce qu'ils ont fait là. Moi, c'est ça mon inquiétude. Merci beaucoup, monsieur Mawena. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, monsieur le secrétaire, bonjour. Bonjour, monsieur Pélé. Merci aussi pour le débat démocratique à l'interne de la DMP. C'est très important pour une coalition. Tout à l'heure, moi je voudrais dire d'abord la participation à une élection avec un dictateur fait partie de la lutte. Et le boycott ne sert à rien et ce n'est qu'un débat de rue. Que si vous voulez le faire, il faut le faire. Mais boycotter, ce n'est pas de faire le combat avec un dictateur. Mais aller aux élections, mais comment aller? C'est ça qui est important. Tout à l'heure, M. Adja a utilisé un terme désintéressé. Je pense que la population s'est désintéressée des élections que RPT Uni va organiser encore. Et je pense qu'en 2024, il a affirmé et en 2025, il a confirmé le peuple togolais. Il sait là où il va. Maintenant, question que je voudrais poser à un foyer dont la maman prépare à ses enfants
et les enfants ne veulent pas toujours manger le repas des enfants, de la maman. Comment on peut trouver le repas de cette maman? De l'autre côté, le papa qui très tôt, à 5 h du matin, se lève, ne trouve pas ses enfants et à minuit, il revient à la maison. Il ne sait même pas là où les enfants dorment. Il ne connaît même pas la classe, l'âge, même si vous leur demandez l'âge des enfants, même il ne connaît pas. Comment vous trouvez ce foyer? Yes. Par rapport à ce que je vous ai dit encore, parce que les gens parlent de la rue de la Côte d'Ivoire par rapport au Togo. Le Togo s'est levé avant la Côte d'Ivoire. Si c'est la rue qui va prendre le Togo sera le premier à utiliser la rue pour prendre le pouvoir. Merci. Donc le pouvoir est ailleurs et c'est la France. Merci beaucoup à Pelé. Je pense que nous n'allons plus prendre d'auditeurs. On va donner la possibilité à notre invité de répondre aux uns et aux autres. Vous avez écouté notre premier auditeur, M. Richard, qui nous a appelé depuis Bekota. Il dit chaque fois l'opposition perd sa crédibilité. Il dit chaque élection, vous criez aux fraudes, mais vous n'avez jamais tiré de leçons. Non, nous tirons tous les jours des leçons. Des élections depuis toujours. En tout cas, celles auxquelles moi j'ai participé, j'ai tiré des leçons et toute l'opposition, du moins les partis d'opposition, tirent de nombreuses leçons dans des diverses élections. Mais c'est que le parti Unir, à chaque édition, c'est-à-dire à chaque élection, change de stratégie de fraude. Et donc, ils améliorent leur stratégie de fraude. Mais je voudrais dire à notre ami Richard, qui a appelé de Bekota là, de ne pas être dans cette posture de donneur de leçons. Parce que l'opposition, ce n'est pas moi, Gérard Adja, ou Madame Adjamagbo, ou l'honorable Targon, ou Jean-Pierre Fabre, ou bien Gouguet, etc. Non, ce n'est pas ça l'opposition. C'est le peuple qui a faim. C'est le peuple qui est dans la rue, qui ne trouve pas du travail. C'est le peuple qui cherche de quoi se nourrir, de quoi s'épanouir, de quoi vivre normalement. C'est ça. Parce que c'est le peuple là qui est contre la gouvernance. Parce que, donc, croire que ce sont les leaders qui constituent l'opposition, il se trompe. Parce que lui-même, dans sa famille, je crois qu'il y a des gens pauvres qui ne devraient pas être pauvres, qui sont pauvres. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une responsabilité que nous prenons au nom de nous tous. Donc, il ne croit pas que c'est nous qui faisons mal. Ben, si lui peut mieux faire, pourquoi il ne le ferait pas? Pourquoi il ne vient pas le faire pour que nous tous nous assemblions? Parce que je sais qu'il y a plusieurs aussi au sein de Uni qui ont fait. Vous avez vu des images à Kara la dernière fois, le bastion même du parti Uni. Ils ont fait eux aussi. Donc, je voudrais l'interpeller pour lui faire comprendre que cette posture-là, il faut que les gens laissent ça. L'opposition, ce n'est pas ceux qui sont des leaders. C'est tous ceux qui ont faim, tous ceux qui sont contre la gouvernance. Parce que les gens, ils vont à l'école, ils ont des diplômes. Bon, il n'est pas dit que c'est nécessairement dans les bureaux qu'il faut que les gens travaillent, mais il faut que les conditions soient créées pour que les gens trouvent du travail. Alors, Mas, depuis Adido Gomé, qui pense que vous êtes un peu sévère quand vous accusez le peuple? Non, je n'accuse pas le peuple, je l'interpelle le peuple. J'interpelle le peuple togolais pour que chacun fasse sa part. Parce que c'est vrai, on ne peut pas comparer le Togo à la Côte d'Ivoire, mais quelqu'un venait de dire que ce qui s'est passé à la Côte d'Ivoire s'est déjà passé au Togo. Donc, nous interpellons le peuple togolais à prendre encore un peu plus de ses responsabilités, de son courage. Parce que lorsque nous allons sortir nombreux, je crois qu'on ne pourra pas nous réprimer comme ce qui s'est passé la dernière fois. Si nous sommes sortis nombreux, je crois que le pouvoir aura peur. Et ils ne vont pas essayer, ils ne vont pas oser. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que tout le monde se dise que cette fois-ci-là, moi aussi, je vais sortir. Parce qu'on a inculqué la peur aux gens, on a inculqué la terreur dans le pays. Donc, tout le monde se tait chez lui et les gens se cachent derrière leur téléphone portable et font la lutte derrière le... Non, la lutte ne peut pas se faire derrière le téléphone portable. C'est quand nous allons sortir ensemble dans la rue que le pouvoir va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et que cette fois-ci, c'est sérieux. Et ils ne peuvent pas réprimer 1 million, 2 millions de Togolais. Donc, j'invite les gens à savoir que, oui, les urnes, c'est une manière de lutter aussi.
les urnes. On peut aller sanctionner dans les urnes. Alors, si les gens ne peuvent pas sortir parce qu'ils craignent d'être réprimés, sortons au moins pour aller chasser les gens dans la rue, dans les urnes. Parce que moi, je sais que la dernière fois, celui-là disait que je me contredis. Non, je ne me contredis pas. Unir à un petit électorat, okay, qui ne dépasse pas 10-12%. Mais pour pouvoir montrer que le taux de participation est élevé, ils sont obligés de bourrer les urnes. La dernière fois, les scènes de bourrage d'urnes ont été constatées un peu partout. Et c'est devant moi que ça s'est passé. Donc, je ne me contredis pas. Je sais de quoi je parle. Alors, vous voyez, moi, c'est d'Adido Gomé et puis M. Garo qui pense qu'aujourd'hui, pour que le Togo puisse sortir de cette crise, il faut une transition. Bon, nous sommes obligés. C'est un passage obligé, une transition. Mais une transition avec qui? Tout le problème est là. Il faut qu'on accepte que la transition soit engagée. Donc, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas prêts de quitter le pouvoir parce qu'ils ont une certaine obsession du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir ou rien, certains ils sont depuis des dizaines d'années, ils veulent continuer à y être. Certains sont dans le gouvernement depuis 20 ans, ils continuent d'être dans le gouvernement. Et le président Patrice Talon a donné l'exemple la dernière fois en disant que lorsqu'on dure trop longtemps au pouvoir, on n'a plus rien à donner. Et je crois que c'est ça la preuve au Togo. Hein. Alors, voilà. Donc une transition, oui, mais transition avec qui? Entre qui et qui? Alors, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut que les gens acceptent d'être sérieux. Comme appelle-t-on, la conférence des églises nous a proposé la dernière fois que il faut qu'il y ait une entente sérieuse entre les acteurs politiques. Donc, ceux qui sont en face ne veulent pas entendre parler de changement. Alors, comment on va faire? C'est le peuple qui peut décider finalement. Alors, quand Armand pense que l'opposition peine à trouver une stratégie commune, parce que selon lui, le discours des uns détruit celui des autres, et il a dit également que pour ces élections municipales, le peuple s'est trouvé au carrefour d'aller aux élections et boycotter aux élections, parce qu'il y avait eu des appels des blogueurs à boycotter ces élections, et pendant ce temps, il y a d'autres formations politiques qui appellent à aller à ces élections. Oui, c'est une malheureuse coïncidence avec ces événements que les blogueurs ont appelé à faire. Et je crois que, vous savez, bon, dans un pays, il y a tout le monde. Il faut tenir compte de tout le monde. Ce que font les blogueurs c'est pas mauvais en soi, mais seulement la période ou bien le moment choisi pour le faire, ils auraient pu comprendre que non, la lutte peut se mener sur plusieurs fronts. Et donc, on ne peut pas exclure un front au profit d'un autre. Donc, c'est ce qu'ils n'avaient pas compris parce que la politique, c'est une question de responsabilité. Et donc, nous sommes obligés de travailler selon des règles qui sont définies. Et donc, on ne peut pas faire les choses comme si on est des activistes. Donc, en tant que politique, je crois que nous avons pris nos responsabilités pour appeler le peuple à aller voter. Mais le peuple ne nous a pas suivis. Oui, ça arrive à tout moment et à tout endroit. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de l'avoir fait, mais malheureusement, les choses qui se sont considérées à cette époque n'ont pas favorisé vraiment les décisions des populations. Donc, nous en prenons acte, nous avançons avec ce qui est là, mais j'appelle encore une fois les populations à prendre chacun sa responsabilité. Parce que là où nous sommes arrivés, si nous ne nous comprenons pas, si nous ne nous décidons pas à arrêter ce qui se passe, je crois que les plus forts pourront s'en sortir, les plus faibles pourront tout perdre. Et ce n'est pas normal. Monsieur Mawena, qui pense que si vous avez pu boycotter ces élections, ça aurait fait beaucoup plus tache d'huile. Et puis, parce que aller à ces élections, c'est servi de béquille au pouvoir. Je ne crois pas. Je crois que c'est une fausse analyse. Moi, je pense que si les populations étaient sorties nombreux, on aurait balayé unir dans les urnes. Si les populations étaient sorties nombreux, on aurait balayé unir parce que leur capacité de mobilisation est bloquée. OK? C'est une minorité. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Et lorsque nous allons nous mobiliser massivement dans les urnes aussi,
nous limiterons leur possibilité de bourrer les urnes. Vous comprenez? C'est ça que les gens n'ont pas compris. Parce que je disais aux gens dans la campagne, si vous n'allez pas, si vous ne sortez pas pour aller voter, c'est d'autres personnes qui viendront déposer des bulletins dans l'urne à votre place. Et donc, ne leur laissez pas la possibilité de le faire. Malheureusement, ils n'ont pas compris, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, on avance. Je crois que c'est dû passer. On n'a plus d'élections dans les 5 ou 6 prochaines années. Et donc, ceux qui pensent que, bon, on peut utiliser la rue pour faire partir ce pouvoir, bon, ils ont aujourd'hui la possibilité. Et donc, ils n'ont qu'à, ou bien, ensemble, nous allons réfléchir à ce qu'il faut faire maintenant. Bon, je pense que la réflexion peut se poursuivre à ce niveau-là, puisqu'il n'y aura plus d'élection pendant 5 ou 6 années à venir. Alors, donc, le temps est là pour que ce que nous devons faire de l'autre côté, nous puissions le faire. Alors, Pelé qui pense que le combat a déjà dépassé la rue, que la rue ne peut rien faire dans la situation au Togo. Oui, vu les contraintes qu'on nous impose, et vu la répression qu'on oppose à tous ceux qui veulent manifester, je crois qu'il y a lieu de réfléchir autrement. Mais je pense que il y a un proverbe chez nous qui dit que quand vous voulez trop tailler, ça se coupe. Et donc, le pouvoir est en train d'exagérer. Hein, je pèse bien mes mots, d'exagérer, d'aller trop loin dans le confinement, dans le... comment appelle-t-on? On compresse, dans la compression du peuple. Et quand on compresse trop, ça s'éclate. Et c'est ça que nous avions eu à leur dire dans notre dernier communiqué, en leur disant qu'ils poussent trop loin. Et la population est fatiguée, la population a faim, et un peuple qui a faim, sa réaction est imprévisible. Et moi, je crois que, quelle que soit leur volonté de s'éterniser au pouvoir, ils ne pourront pas. Parce que le vent change un peu partout. Le fait d'avoir des armes et de les orienter vers la population ne changera rien. Il vaut mieux revenir à la raison pour que on trouve ensemble une porte de sortie de cette crise-là et qui puisse honorer tout le monde. Sinon, dans tous les cas, n'importe quel pouvoir a une fin. Nous disons merci à M. Gérard Dja, il est le secrétaire général de la dynamique pour la majorité du peuple. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mis en onde par Nestor Glo. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.